Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, la Guinée-Bissau à la recherche d'un Premier ministre de consensus. Il s'agit de l'un des points des accords de Conakry. Le plan de sortie de crise proposé par la CEDEAO est signé le 14 octobre dernier. Le gouvernement béninois a rendu public son programme d'action pour le quinquennat 2016-2021, un programme qui vise notamment à atteindre une croissance à 2 chiffres. Et vers la création d'une zone économique spéciale à Madagascar, un projet en partenariat avec Maurice. Les deux îles espèrent ainsi attirer davantage d'investisseurs dans cette partie de l'océan Indien. La Guinée-Bissau est donc à la recherche de son nouveau Premier ministre, un chef de gouvernement de consensus, comme le prévoit le plan de sortie de crise signé par les différentes parties le 14 octobre dernier. Le président José Mario Vaz mène actuellement des consultations. 3 noms circuleraient déjà. Birama Saounera. Va-t-on vers une sortie de crise en Guinée-Bissau? À l'heure actuelle, il est difficile de répondre par l'affirmative à cette question. En effet, depuis le 24 octobre 2016, le président José Mario Vaz consulte les forces vives du pays en vue de trouver un chef du gouvernement. 3 noms circulent déjà et le choix doit se faire sur l'un d'eux pour sortir le pays de l'impasse politique. Sur la base des 3 noms proposés par le président de la République, toutes les conditions requises à Conakry pour le choix d'une personnalité ont été remplies. Lancer une nouvelle concertation des forces politiques en associant les partis sans représentation parlementaire, ce serait décrédibiliser l'accord de Conakry. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a proposé le 10 septembre 2016 un plan de sortie des crises en 10 points signé à Conakry par toutes les parties. Cependant, la pomme de discorde de cet accord demeure le choix d'un Premier ministre de consensus. Du côté de l'opposition, le Parti de la Rénovation sociale estime que le consensus doit être trouvé au sein de l'Assemblée nationale. C'est un peu compliqué, comme d'ailleurs tous les dossiers en Guinée-Bissau. Il y a toujours la présence de l'armée sur les institutions, il y a encore des problèmes d'ordre ethnique qui sont toujours soulevés. C'est une démographie balbutiante qui fait toujours un pas en avant et 2 pas en arrière. Mais toujours dit-il qu'il faut reconnaître quand même que le président de la République, parmi ses prérogatives, figure celle de pouvoir nommer quand même un Premier ministre. Je crois que ça aussi, l'opposition doit un peu revoir sa copie pour faciliter les choses. Parce que si elle se cramponne sur cette position, cela peut pousser donc le président à la radicalisation et peut-être même aboutir à des conséquences incalculables avec une crise majeure qui pourrait encore impliquer les démons de l'armée ou bien d'autres entités sociopolitiques de la nation. La Guinée-Bissau est plongée dans une crise politique depuis 2015 suite au limogeage du Premier ministre Domingos Pereira par le président José Mario Vaz. Une situation qui a créé un climat tendu au sein du PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, auquel les 2 hommes appartiennent. Le PAIGC a contesté également la désignation de Bassirou Dia comme Premier ministre le 20 août 2015. Et ses députés refusent de siéger, empêchant le Parlement de fonctionner. Au Bénin, le gouvernement a dévoilé son programme d'action pour le quinquennat 2016-2021. Le document a été approuvé lors du Conseil des ministres du mercredi 26 octobre. Ce programme prévoit notamment une série de réformes avec comme objectif principal d'atteindre une croissance à 2 chiffres. Un reportage de notre correspondant Lefty Ono. Le programme d'action du gouvernement béninois est disponible. 6 mois après son avènement, le gouvernement du président Patrice Talon a adopté ces documents au cours du conclave du Conseil des ministres le mercredi 26 octobre 2016 à Cotonou. Ces programmes d'action qui s'étendent sur le quinquennat 2016-2021 s'articulent autour d'une ambition de relancer le développement économique et social du Bénin. Ce programme prend appui sur 3 piliers. Le premier pilier, la consolidation de la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Deuxième pilier, engager la transformation structurelle de l'économie béninoise. Et troisième pilier, améliorer les conditions de vie des populations. La croissance économique du Bénin en 2015 s'est établie à 5,6%. À travers ce programme, le gouvernement souhaite atteindre une croissance à 2 chiffres pour améliorer les conditions de vie des Béninois. Pour y parvenir, plusieurs réformes sont annoncées par le gouvernement. Le programme d'action du gouvernement contient 77 réformes qui sont considérées comme des chantiers prioritaires. La mise en œuvre de ces réformes permettra de renforcer les 3 piliers dont je viens de parler et les 7 axes stratégiques autour desquels l'action publique sera déployée durant la période 2016-2021.
Le programme d'action du gouvernement comprend un éventail de projets d'investissement. 94 nouveaux projets prioritaires et 45 projets phares du quinquennat y sont inscrits. Le nombre total de projets s'élève à 299 pour le programme national d'investissement, évalué à 9 039 milliards de francs CFA. Rappelons que 160 projets prioritaires sont déjà en cours d'exécution. Madagascar a accueilli le 19e sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe. En marge de cet événement, la Grande Île et Maurice ont convenu d'accélérer leur projet de création d'une zone économique spéciale, une zone de libre-échange pour attirer davantage d'investisseurs. Deogratias Podo. Le projet de mise en place d'une zone économique spéciale à Fort-Dauphin dans le sud de Madagascar suscite de plus en plus d'intérêt dans la région de l'océan Indien. Les gouvernements malgaches et mauriciennes partenaires sur l'initiative veulent accélérer sa mise en œuvre. Un accord a été signé entre les deux pays pour établir des structures de coopération dans plusieurs secteurs comme l'agriculture, la pêche, le commerce, le tourisme, le transport ou encore les nouvelles technologies. Il s'agit d'un projet qui est couplé avec le projet du port Ewal, un port qui a été récemment construit du côté de Fort-Dauphin, dans le sud du pays, et qui est un port destiné essentiellement à l'exportation de l'ilménite, le partenaire de Rio Tinto ici à Madagascar. Sur ce parc-là que le gouvernement malgache compte attirer de potentiels investisseurs étrangers. Avoir le maximum d'industrie pour développer l'économie malgache. Selon les autorités malgaches, la zone économique spéciale de Fort-Dauphin s'étalera sur plus de 400 hectares de terrain. De quoi attirer les investisseurs qui bénéficieront d'un cadre plus avantageux pour les entreprises. Pas suffisant pour assurer certains analystes qui estiment que même si le projet semble attractif, une zone de libre-échange et de libre circulation devrait d'abord s'ouvrir au commerce intra-régional avant d'élargir ses champs d'activité. De plus, sa mise en place doit s'accompagner de réformes nécessaires devant garantir son rôle en tant qu'outil de développement. L'objectif donc c'est de mettre à la disposition des potentiels investisseurs des terrains viabilisés. Il y aura des facilités pour les entreprises qui s'installent au niveau fiscal. Le gouvernement malgache, l'initiateur du projet, voudrait avoir recours à l'expertise mauricienne en matière de zone économique spéciale. Madagascar n'arrive pas encore à retrouver la relance économique, notamment en raison de la crise des matières premières de minerais, de la baisse des cours du nickel et de cobalt dans Batouti. Depuis quelques années, Madagascar multiplie les initiatives pour développer son économie. La Grande Île a abrité du 18 au 19 octobre 2016 le 19e sommet du COMESA, le marché commun pour l'Afrique orientale et australe. Ce dernier rassemble 19 pays et représente un chiffre d'affaires global de 7 milliards de dollars. Mais pour Antananarivo, ce marché ne représente qu'une infime partie des échanges commerciaux. Le pays se veut plus ambitieux. L'objectif est à long terme d'arriver à l'effectivité d'une libre circulation des personnes et des biens, gage d'une croissance économique durable. Dans l'actualité également, ouverture ce vendredi à Lagos au Nigeria de la 2e édition du forum annuel de la Fondation Tony Elumelu sur l'entrepreneuriat. Près de 1000 entrepreneurs venus de 54 pays africains sont présents à cet événement. Écoutez Parminder Vir Obé, directrice générale de la Fondation Tony Elumelu. Cette 2e édition du Forum sur l'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu a pour objectif de consolider les acquis de la dernière. Nous avons aujourd'hui besoin de créer un grand vivier africain de talents et d'idées susceptibles d'impulser un nouveau développement. Les 54 pays africains sont représentés ici. Durant ces 2 journées, les entrepreneurs venus du continent vont se rencontrer, former des réseaux suffisamment forts pour briser les barrières de toutes sortes. Monsieur Tony Elumelu et la Fondation croient en ces entrepreneurs que vous voyez ici. L'objectif est d'aider plusieurs milliers d'entrepreneurs africains à se construire et à mûrir leurs idées. Pan-African network of entrepreneurs, and we provide seed capital investment that. Et football, l'équipe nationale algérienne a un nouveau sélectionneur. Il s'agit du Belge Georges Likens. Il succède au Serbe Milovan Rajevac qui a démissionné après le nul concédé face au Cameroun le 9 octobre dernier lors d'un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Georges Likens avait déjà entraîné les Fennecs en 2003. Il avait même réussi à qualifier le pays à la Coupe d'Afrique des Nations de 2004. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.